Président, et avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour l'organisation évidemment, et puis pour m'avoir permis d'intervenir sur ce thème sur la notion d'intérêt en droit qui résonne évidemment immédiatement à l'oreille du processualiste. On pense aussitôt à l'intérêt à agir du justiciable, condition traditionnelle de l'action en justice, notamment au terme de l'article 31 du Code de procédure civile. C'est le fameux adage « pas d'intérêt, pas d'action ». L'idée est traditionnelle. Pour autant, le législateur n'a pas défini la notion d'intérêt à agir. La majorité de la doctrine s'accorde généralement sur les caractères de cet intérêt, mais la notion même semble difficile à définir. Un premier élément de réponse peut être trouvé dans l'étymologie du mot, et peut-être finalement plus dans l'étymologie du dommage. L'intérêt résiderait donc dans l'avantage que le succès de la demande procurerait au plaideur. C'est ce qui ressort succinctement, j'y reviendrai, de la majorité des écrits. Mais une définition plus précise, plus stricte, semble évanescente et se perd dans les caractères de l'intérêt. La notion d'intérêt à agir serait donc, pour reprendre les diverses expressions utilisées par la doctrine, indécise, floue. Ce serait un standard dont on ne pourrait donner une définition précise. Plus encore, pour un auteur qui s'est intéressé spécialement à la question dans sa thèse il y a quelques dizaines d'années, la notion d'intérêt à agir serait intuitive et tenter de la définir pourrait s'avérer dangereux. En fait, tous s'accordent sur le paradoxe de cette notion, à la fois d'utilisation quotidienne, mais dont on ne sait véritablement saisir le sens du point de vue conceptuel. Si tous s'accordent sur ce point, en revanche, les conséquences de ce flou divergent selon les auteurs. Pour certains, cette notion serait par conséquent un expédient. Les conditions de recevabilité se trouveraient en fait dans les caractères de l'intérêt, entre autres, mais pas dans la notion même d'intérêt. Pour d'autres, au contraire, la notion d'intérêt à agir serait multiforme. L'on pourrait ainsi envisager une notion d'intérêt à agir plurielle, ou plutôt des notions d'intérêt à agir différentes, mais qui n'en perdraient pas pour autant leur rôle fondamental en droit procédural. Par suite, le choix de l'intitulé de l'intervention, particulièrement de son premier terme « une », n'est pas le fruit du hasard. Il peut renvoyer soit à l'article indéfini, soit à l'adjectif numéral. Aussi, je vous propose, après avoir recherché s'il existe une, article indéfini, notion procédurale d'intérêt à agir, en d'autres termes, est-ce un mythe, de nous interroger pour savoir s'il n'existe qu'une, adjectif numéral, notion d'intérêt à agir, est-ce une seule réalité ou plusieurs, au-delà de la définition succincte que l'on vient de donner. Le doute sur l'existence d'une véritable notion et même d'une condition procédurale d'intérêt à agir provient de la généralité de la notion d'intérêt qui ne serait pas une notion spécifiquement procédurale. De ce constat, qu'il convient dans un premier temps de vérifier, les auteurs en déduisent qu'il n'existe pas une véritable condition procédurale d'intérêt à agir. Les conditions d'existence, je le disais, se retrouveraient dans ces seuls caractères et pas dans la notion même d'intérêt à agir. Cette conséquence mérite là encore l'analyse, ce que l'on effectuera dans un second temps. Alors, devant le flou de la notion d'intérêt, certains ont pu estimer qu'elle était introuvable, bien trop large. Plus particulièrement, elle se trouverait à un autre degré de généralité que l'on retrouverait dans l'utilisation de la notion s'agissant de la réglementation du pouvoir, comme agir dans l'intérêt de l'entreprise, de son client ou de ses enfants. Ce serait un problème général du droit qui a juste un écho en procédure comme ailleurs. Alors l'intérêt à agir présente-t-il des spécificités procédurales ? Un auteur qui s'est intéressé à la notion d'intérêt en général a nettement distingué l'intérêt à agir comme condition de recevabilité et l'intérêt utilisé dans cette réglementation du pouvoir. Certes, on retrouve certains points de contact entre les deux, notamment une détermination de l'intérêt à la fois objective et subjective. Mais deux différences fondamentales permettent de distinguer les deux et de spécifier par voie de conséquence la notion procédurale d'intérêt à agir. La première est le fait que l'altruisme est au cœur de la réglementation du pouvoir. Or, cela apparaît totalement contraire à l'intérêt à agir, ou en tout cas à ses caractères classiques, puisque, selon ces caractères, l'intérêt doit être personnel et donc égoïste.
La seconde différence fondamentale entre les deux est le fait que l'intérêt à agir repose nécessairement sur la protection d'un intérêt juridique. Cette juridicité de l'intérêt se retrouverait dans l'adjectif légitime, seul caractère adjoint textuellement à l'intérêt dans l'article 31. Un simple intérêt économique, par exemple, ne suffit pas pour permettre à une personne d'agir, alors qu'on imagine bien qu'il n'en sera pas de même s'agissant de l'intérêt de l'entreprise, par exemple. On en conclut que la notion d'intérêt à agir, si elle est effectivement large, ne se confond pas avec un autre degré d'intérêt. Évidemment, elle présente certaines similarités inéluctables, s'agissant d'un mot identique aux racines identiques, mais elle présente des spécificités. Il existe bien une notion d'intérêt spécifiquement procédural, l'intérêt à agir. Cette distinction étant faite, il reste cependant à éprouver la conséquence que les auteurs en tirent. En effet, la condition d'intérêt à agir existe-t-elle ? La notion d'intérêt à agir serait pour ces auteurs inadéquate pour saisir les conditions de l'action en justice. Il n'existerait pas de conditions positives tenant à l'intérêt. Alors, dire que la notion d'intérêt à agir n'est pas la seule condition de recevabilité de l'action, malgré ce que semble affirmer l'article 31, est indéniable. Qu'elle soit posée par la loi ou créée conventionnellement par les parties, la liste des conditions de l'action est bien plus longue. Dire que les caractères de l'intérêt permettent de pallier le flou de la notion et qui lui sont régulièrement substitués n'est pas contestable, il suffit d'ouvrir un manuel de procédure. En revanche, dire qu'il n'existe pas vraiment de conditions à agir à proprement parler, si ce n'est dans ses caractères, amène à plus de discussions. Un premier argument à l'encontre de cette analyse est un argument textuel. L'article 31 du Code de procédure civile est on ne peut plus clair. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Et puis, on s'aperçoit rapidement en pratique que le débat autour de l'intérêt à agir porte souvent sur l'existence même de l'intérêt et non sur l'un de ses caractères. À ce propos, une rapide et concluante recherche a pu être effectuée. Entre le 1er janvier 2017 et le 23 août 2017, les 5 chambres civiles de la Cour de cassation ont rendu 39 arrêts où était posée expressément la question de l'intérêt à agir. Sur ces 39 arrêts, 21 font référence au seul intérêt à agir et 18 à l'intérêt à agir précisé de l'un de ses caractères. Alors certes, parmi les 21 premières décisions, sans doute pourrait-on raccrocher la solution à un caractère de l'intérêt à agir, même si ce n'est pas précisé. Les deux sont liés et certains auteurs ont même pu dire que les caractères de l'intérêt à agir ne faisaient que découler de la définition de la notion d'intérêt. Leur énoncé serait même superflu. Mais ça fait jouer artificiellement sur le sens de toutes les solutions. On ne peut nier des espèces où l'intérêt à agir, détaché de ses caractères, était en jeu. Au terme de cette première partie, le constat semble donc sans appel. Il existe bien une condition procédurale d'intérêt à agir et plus généralement une notion procédurale d'intérêt à agir avec ses spécificités. Heureusement, me direz-vous, puisque dans le cas contraire, mon intervention s'arrêterait ici. En effet, pourquoi se demander s'il existe plusieurs réalités d'une notion qui n'existerait pas en réalité ? Nous pouvons donc être soulagés et poursuivre sur le second temps de l'intervention. N'existe-t-il qu'une seule notion d'intérêt à agir ou celle-ci est-elle plurielle ? On l'a évoqué en introduction, certains auteurs tirent en effet du caractère flou de la notion d'intérêt qu'elle serait multiforme. Dès lors, on pourrait penser qu'il existe potentiellement plusieurs notions d'intérêt à agir, mais s'interroger sur cette pluralité implique que l'on s'entende d'abord sur une définition la plus stricte et la plus complète possible de la notion d'intérêt à agir. Cela a été dit, le terme d'intérêt vient du latin interes, signifiant en partie profiter, importer, et on retrouve cette idée dans la définition générale de l'intérêt à agir. Il réside dans l'avantage que le succès ou le rejet de la prétention procurerait au plaideur, comme évoqué en introduction. Plus précisément, dire d'une personne qu'elle a un intérêt à agir signifie en fait qu'une situation lui cause un trouble et que le succès de sa demande permettrait de faire cesser ce trouble. La notion d'intérêt constitue alors, pour reprendre la thèse de Louis Garot,
un pont entre le passé et l'avenir. Et pour reprendre l'idée selon laquelle les caractères découlent de la définition, on comprend aisément, ainsi définie la condition, pourquoi l'intérêt doit être direct et personnel ou encore né et actuel. Afin de cerner un peu mieux la notion, on peut également la différencier d'autres notions proches. Ainsi, l'intérêt à agir se distingue de la qualité à agir. La différence est résumée simplement mais efficacement dans le dictionnaire de la culture juridique. La qualité touche à la personne du requérant, l'intérêt à l'action qu'il engage. L'intérêt se distingue également du litige. Différence affirmée s'agissant de l'intérêt né actuel dans l'arrêt du 9 juin 2011 à propos de l'action tendant à faire constater une créance prescrite alors même que la banque n'en avait pas encore réclamé le paiement. Il peut y avoir un intérêt sans litige. Ces éléments étant donnés, on s'approche au plus près de la définition de l'intérêt à agir. Rien de plus précis ne semble pouvoir être énoncé. Mais fonctionnant comme un standard, est-il souhaitable qu'il en soit autrement ? Et surtout, serait-ce possible, alors même que cette condition doit permettre au juge de connaître toutes les actions possibles et imaginables, et partant de tous les intérêts entrant dans les limites énoncées ? Est-ce pour autant que la notion d'intérêt est plurielle ? C'est la question à laquelle nous proposons de répondre dans le dernier temps de cette intervention. Il est évident que la condition d'intérêt à agir est énoncée dans un contexte au sein duquel il est impossible de tout prévoir. Dès lors, si l'on peut en donner une définition large, son contenu exact restera toujours indéfini. Les différents exemples que l'on peut trouver dans la jurisprudence ne sont que des applications, et s'ils permettent parfois de préciser un peu plus la notion, comme l'arrêt du 9 juin 2011, ils n'en créent pas une nouvelle. Pourtant, on peut imaginer, en droit positif, des cas où la notion même d'intérêt à agir serait différente. Ces hypothèses méritent pour le moins d'être vérifiées, même si toutes ne pourront être vues dans le temps imparti. La première qui nous vient à l'esprit, c'est l'existence d'une différence de notion d'intérêt à agir selon l'ordre de juridiction. La notion serait ainsi différente selon que l'on soit devant le juge administratif, pénal ou même devant un juge supranational. Il ne me semble pas que ce soit le cas. En tout cas, les rapides recherches que j'ai pu effectuer à ce propos semblent montrer une véritable convergence. On note même des renvois des doctrines les unes aux autres. Ceci étant, je ne m'attarde pas sur cette question. D'autres interventions suivront sur l'intérêt devant ces autres juges et sans doute permettront-elles de parvenir à une meilleure réponse. La deuxième situation qui pourrait faire naître un doute, c'est le problème de la matière gracieuse, qui se caractérise par l'absence de litige et un contrôle du juge imposé par le législateur. Il est toujours nécessaire de démontrer un intérêt à agir, condition qui s'applique à toute action, quelle que soit sa nature. On ne peut la nier, l'intérêt à agir sera ici clairement plus anecdotique qu'en matière contentieuse, puisque l'action est obligatoire pour parvenir à ce que l'on souhaite. Ceci étant, la définition que l'on a posée peut-elle s'appliquer à la matière gracieuse ? Alors, premier élément, l'absence de litige n'est pas un problème, puisque la notion d'intérêt est elle-même détachée du litige. Il serait tentant de ne voir, s'agissant de la matière gracieuse, que l'utilité de la décision. L'intérêt ne ferait donc pas le pont entre le passé et l'avenir, mais serait tourné vers le seul résultat. Toutefois, il est aussi possible de considérer que le trouble vient de l'absence d'effet juridique de l'acte en l'absence de contrôle du juge, trouble auquel il sera mis fin par le succès de la prétention, à savoir l'approbation du juge. L'utilité sera alors ici évidente. Une autre hypothèse serait à propos des voies de recours. La notion d'intérêt à agir serait différente de la notion d'intérêt à exercer un recours. La terminologie elle-même peut paraître différente, mais la Cour de cassation semble utiliser l'une et l'autre indifféremment. Or, lorsqu'il s'agit de voies de recours, l'intérêt repose sur la notion de succombance. Un plaideur pourrait même ne pas avoir intérêt à agir en première instance, mais intérêt à agir en appel pour contester la décision d'irrecevabilité et inversement. En réalité, cela ne signifie pas que la notion d'intérêt soit différente. Dans tous les cas, ils obéissent aux mêmes conditions et à la même définition.
La notion de succombance constitue en fait le trouble auquel il est demandé au juge saisi du recours de mettre fin en réformant la décision précédente. La notion d'intérêt à agir dans le cadre de l'intervention volontaire accessoire semble quant à elle plus large que la notion traditionnelle. En effet, n'ayant pas de prétention propre, l'intervenant doit avoir un intérêt pour la conservation de ses droits, mais celui-ci ne sera pas direct. Néanmoins, si ce caractère semble écarté du fait de la spécificité de cette demande, on peut toujours considérer que l'intervenant subit un trouble. Dans la mesure où il s'agit de la conservation de ses droits, cela signifie nécessairement que ses droits sont menacés, auquel la décision à venir mettra fin, même si cela est exceptionnellement de façon indirecte. La notion d'intérêt apparaît donc quelque peu élargie, en tout cas dans son appréciation, mais elle n'est pas totalement différente. Pour conclure, l'intérêt à agir comme notion procédurale et condition de recevabilité de l'action en justice existe donc bien, et si elle est destinée à une multitude d'applications, ce qui est rendu nécessaire par sa fonction, la notion apparaît unique ou quasiment, tout du moins en droit positif civil français. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher